Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé Plus qui est consacrée aujourd'hui aux infections et à la protection. Comment s'en prémunir, comment s'en protéger. Avec nous aujourd'hui, bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes le professeur Karine Lacombe, infectiologue et chef du service hospitalier des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à PHP à Paris. Donc j'ai envie quand même de commencer par toujours cette question d'actualité qu'on a depuis 2 ans. L'épidémie de Covid, actuellement, elle se ralentit. Les Français vont tomber les masques dans la plupart des lieux clos. Quelle est la situation actuelle de l'épidémie et quelle est la situation dans votre service hospitalier à Saint-Antoine à Paris ? On a tous constaté qu'effectivement, ces dernières semaines, il y avait une vraie décélération de cette 5e vague qui était portée par ce nouveau variant qui s'appelle Omicron. À l'hôpital, on suit le mouvement en population générale. On a de moins en moins de patients, ce qui est une très bonne chose. En revanche, là où on reste assez inquiet, c'est pour les plus vulnérables et en particulier les personnes immunodéprimées parce que ces personnes-là ne répondent pas à la vaccination. La population générale, même celles qui avaient des facteurs de risque de complications du Covid, répondent bien à la vaccination, donc sont protégées, ont pu s'infecter avec Omicron, mais ont fait des formes relativement mineures. En revanche, les personnes immunodéprimées, qui elles ne sont pas protégées par la vaccination, continuent de faire des formes assez sévères, et donc on a encore quelques patients relativement régulièrement qui arrivent à l'hôpital. On n'est plus du tout dans la situation où on a pu être ces derniers mois, et fort heureusement. Et comment peut-on les soigner, ces personnes immunodéprimées, pour éviter que la situation s'aggrave fortement pour elles ? Bien sûr, l'arsenal thérapeutique s'est énormément élargi. Alors déjà, pour celles qui ne répondent pas à la vaccination, on a des anticorps monoclonaux que l'on peut donner par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire en prévention de l'infection. Et puis pour celles qui malgré tout s'infectent et font des formes graves, on a également d'autres anticorps monoclonaux, voire des traitements immunomodulateurs anti-inflammatoires qui vont casser ce fameux syndrome inflammatoire, vous savez, qui donne ces formes graves et qui conduisent en réanimation. Donc on a quand même beaucoup plus d'options thérapeutiques maintenant. Donc on a vu que le virus, depuis qu'il est arrivé, en France, en Europe, dans le monde, plus exactement, n'arrête pas de muter, comme tout muter et en tout cas se transformer. Est-ce qu'on peut s'attendre toujours à de nouvelles transformations, mutations du virus, ou bien peut-être à son extinction ? Est-ce que c'est possible qu'il disparaisse complètement ? C'est difficile à prévoir. Je dirais qu'ils s'éteignent, qu'ils disparaissent, très probablement pas, parce qu'en fait, on ne connaît pas le réservoir initial de ce virus, qui est probablement un réservoir animal. À partir du moment où on a un réservoir animal, qu'il n'y a pas uniquement une transmission interhumaine, on peut penser qu'il y aura du virus qui pourra tout le temps persister. Alors ensuite, est-ce que ce virus va changer ? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux variants, comme on a vu en particulier ces derniers mois ? Très probablement. Est-ce que ces variants vont être plus délétères, moins délétères que ceux qui circulent actuellement ? Il est très difficile de le prévoir. Donc, la Covid, c'est une des maladies effectivement infectieuses. Il y a aussi des maladies infectieuses tropicales qui touchent essentiellement l'Afrique. Évidemment, la Covid touche tous les continents, mais il y a certaines pathologies comme le choléra qui touchent aussi l'Asie, mais qui sont plus propres à ces pays. Est-ce qu'il y a une recrudescence, a priori, du choléra en ce moment au Cameroun ? Comment on peut s'en protéger du choléra, sachant qu'on est obligé aussi de vivre avec ? Alors, c'est vrai que le choléra est une maladie bactérienne qui est vraiment liée au problème d'hygiène, puisque c'est une transmission que l'on dit entérique, c'est-à-dire qu'elle se transmet par les mains à partir de selles contaminées, et donc ça peut passer par la nourriture. Donc la nourriture, l'eau. Donc c'est évidemment une maladie qui est intrinsèquement liée au problème d'hygiène. À partir du moment où on a une bonne sanitation, comme on peut le voir en Occident et quand même dans la plupart des pays d'Afrique ou d'Asie, on n'a plus de choléra. Quand on voit qu'il y a une résurgence de choléra, c'est vraiment un signe de problème d'hygiène. Problème d'hygiène pas uniquement personnel, mais également environnemental, et principalement environnemental. Donc de lavage des mains, on avait fait d'ailleurs... Alors effectivement, donc lavage des mains bien sûr, mais de façon plus générale, la meilleure façon de se prémunir d'une épidémie de choléra, c'est d'appliquer des normes très strictes de sanitation, d'évacuation des eaux usées, et puis bien sûr tout ce qui tourne autour de l'alimentation et puis de l'hygiène personnelle. Parce qu'effectivement, la maladie touche aussi l'Amérique du Sud. Est-ce qu'il faut laver effectivement les aliments avec, de l'eau javélisée ?
quelles sont les mesures, on va dire, concrètes qu'on peut faire chez soi quand on n'a pas accès à un niveau d'hygiène comme dans certains pays occidentaux? Alors, effectivement, donc il faut bien utiliser déjà de l'eau encapsulée, donc pas de l'eau du robinet, c'est extrêmement important. Il faut également bien laver ses aliments, bien les cuire, et ce sont vraiment et puis bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, l'hygiène des mains sont vraiment les méthodes qui individuellement permettent de se prémunir du risque de choléra. On sait que quand on contrôle mieux une épidémie, quelle qu'elle soit, on arrive mieux à la prévenir et aussi à éviter les contaminations. En Afrique, est-ce que vous pensez que les mesures de contrôle des épidémies, notamment du choléra, sont efficaces et comment on peut faire pour les améliorer ? Fort heureusement, la plupart du temps, les mesures qui sont mises en place sont efficaces parce qu'on n'a pas d'épidémie majeure de choléra, mais on voit bien qu'on a des foyers épidémiques comme celui dont vous venez de parler au Cameroun. Donc c'est évidemment un effort de chaque instant, un effort des institutions, un effort des pays pour améliorer le niveau d'hygiène, l'état sanitaire de l'environnement, et puis également un effort individuel, absolument. La prévention d'une maladie infectieuse, quelle qu'elle soit, c'est en général une prévention qui est combinée et qui repose sur plusieurs piliers de prévention, de la prévention collective, de la prévention individuelle. Parce que je suppose que quand on vit dans un pays qui est touché régulièrement par de telles épidémies, c'est pas possible de prendre à vie un traitement. Ou est-ce que c'est possible ? Pour le choléra, c'est un peu différent. Il y a certaines maladies infectieuses pour lesquelles, en particulier le paludisme, on peut se prémunir en prenant un traitement préventif, ce qu'on appelle la prophylaxie antipalustre. Le problème de prendre un traitement à vie, c'est que les médicaments peuvent avoir tout de même des effets secondaires à long terme, ou alors une intolérance, une simple intolérance à la prise de certains médicaments à long terme. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ça ne peut pas être le seul pilier de prévention. La prophylaxie personnelle, le traitement préventif personnel ne peut pas être le seul pilier de prévention. Il faut à chaque fois que cette prévention individuelle soit liée à un effort collectif de prévention. Et pour certaines maladies, ça va être le vaccin. On l'a vu avec l'impact du vaccin sur le Covid. Il y a beaucoup de maladies infectieuses pour lesquelles on développe des vaccins et qui ont permis de faire diminuer la prévalence de maladies virales en Afrique, en Asie, comme par exemple le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin bien sûr contre la fièvre jaune. Évidemment, pour certaines maladies, on n'a pas vraiment de vaccin, ou encore les vaccins sont peu utilisés. C'est le cas du paludisme dont on vient juste de commencer l'utilisation. Et certains vaccins, malheureusement, comme par exemple le vaccin contre la typhoïde, ne sont pas des vaccins qui ont un degré d'efficacité optimal. Donc, évidemment, ça va être une arme importante, le vaccin, mais les mesures de prévention collective vont être absolument fondamentales. Et pour le paludisme, il me semblait que c'était aussi, il fallait plutôt être un enfant, d'être vacciné quand on était enfant, plutôt qu'adulte, c'était beaucoup plus efficace que si on est vacciné plus tard. Enfin, cela dit, le vaccin est tout nouveau. Oui, voilà, donc le vaccin est tout nouveau. Il n'a pas non plus un pourcentage de protection très élevé, mais en revanche, il fait mieux que pas de vaccin. Donc ça va être le vaccin, mais également les mesures de prévention de la diffusion des moustiques qui vont transmettre le parasite du paludisme. Et puis ça va être aussi des mesures de protection individuelle, l'utilisation de moustiquaires, éventuellement imprégnés, la destruction des gîtes larvaires des moustiques, etc., etc. Donc ce sont toutes ces petites briques qui font ce qu'on appelle la prévention combinée et qui permet de diminuer l'incidence de ces maladies qui font partie des maladies infectieuses qui sont les plus létales en Afrique. Donc parlons maintenant du VIH, qui est une autre maladie effectivement infectieuse, qui se transmet par un virus. Alors les malades qui sont séropositifs, sont-ils bien soignés ont-ils été bien soignés pendant toute cette période de pandémie? Parce qu'on a appris effectivement qu'il y avait un nouveau traitement, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une perte de suivi de tous ces malades-là? Et comment ça s'est passé, vous, dans votre service? Alors, c'est vrai que c'est une grande inquiétude qu'on a eue pendant ces 2 ans de pandémie, la rupture de la prise en charge du VIH, autant du dépistage
Donc de la prévention déjà, ensuite du dépistage et puis bien sûr du traitement et de la continuité du traitement. Effectivement, pendant les confinements, il y a eu dans certains pays, il y a pu avoir dans certains pays des problèmes d'approvisionnement en traitement antirétroviral, voire même des problèmes d'accès aux points de distribution des traitements antirétroviraux. Donc il faut savoir qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits, en particulier des interventions extrêmement ingénieuses pour non plus faire venir les patients au centre de distribution d'antirétroviraux, mais aller au-devant de la population qui était confinée. Alors, si on prend par exemple, ne serait-ce que la France, on a constaté une baisse importante de l'utilisation du traitement pré-exposition. Vous savez, ce sont ces médicaments anti-VIH que l'on prend pour éviter de s'infecter quand on est dans des situations à risque. Prophylactique. Donc c'est ce qu'on appelle la PrEP. Alors, on s'est demandé si ce n'était pas lié déjà à une baisse de l'activité sexuelle. Très probablement, pendant les confinements, on n'avait pas la possibilité de se déplacer et de rencontrer comme d'habitude, mais c'était peut-être aussi lié à un problème de diffusion de l'information ou un problème d'accès aux médicaments de prévention. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup alertés. Il y a eu également une diminution du dépistage du VIH, mais également des infections sexuellement transmissibles. Donc là aussi, c'est une alerte pour se dire que pendant le Covid, il y a pu avoir des occasions manquées de dépistage, mais également de mise sous traitement. Et ça, ça nous a vraiment alerté sur la nécessité peut-être de changer notre paradigme de prise en charge globale du VIH. Allons de la prévention, du dépistage vers le traitement. Et quel serait ce changement de paradigme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Peut-être mettre davantage les pharmaciens dans la boucle, faire des livraisons des médicaments ou faire des tests à domicile. Qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses? Alors, il y a plusieurs choses. Vous parliez tout à l'heure de nouveaux médicaments. On a maintenant des médicaments qui peuvent être donnés toutes les 8 semaines par voie injectable en intramusculaire. Et c'est vrai que ça permet pendant 8 semaines de ne pas prendre d'autres médicaments journaliers, donc de ne pas avoir de rupture de prise de traitement, de rupture de suivi, d'approvisionnement. Donc ça, on peut dire que ces médicaments à longue durée d'action sont vraiment une des grandes révolutions de la prise en charge du VIH en termes de traitement. Évidemment, une autre façon l'autre changement de paradigme, c'est également la PrEP. Donc là, la PrEP a permis, par exemple, à Paris, ces dernières années, de diminuer de plus de 20%, 30% l'infection des personnes les plus à risque de contracter le VIH. Là, c'est via les pharmaciens et pas l'hôpital, cette fois-ci. Alors, c'est via la médecine ambulatoire. Donc, c'est plus de la médecine hospitalière. C'est ça qui est très important, c'est qu'on a déplacé le soin du VIH de l'hôpital vers la médecine de ville. C'était déjà le cas pour les traitements antirétroviraux, mais il fallait tout le temps qu'il y ait une initiation par la médecine hospitalière. Maintenant, les médecins de ville peuvent initier la PrEP. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et là où la place des pharmaciens est cruciale, c'était plutôt dans le dépistage, puisqu'ils peuvent mettre à disposition les autotests. Et ça, c'est quand même une façon pour les personnes à risque de s'approprier leur santé, de s'approprier la prévention, donc déjà l'information, d'avoir accès à l'information, et puis de s'approprier ensuite la propre prise en charge de leur santé. Est-ce que vous, dans vos services, vous avez constaté, depuis donc un rattrapage, est-ce que les gens sont mieux soignés depuis que la pandémie se ralentit un peu, la pandémie Covid, bien sûr, pour le VIH, toujours, ou bien est-ce que, c'est toujours pareil, la situation s'est aggravée pendant la pandémie et vous avez beaucoup de patients à rattraper, à soigner et beaucoup plus, on va dire, de prise en charge qu'avant? Alors, c'est sûr que pendant la pandémie, on a eu ce qu'on appelle des perdus de vue, c'est-à-dire des personnes qui auraient dû avoir un rendez-vous et puis qui ne sont pas venues à l'hôpital. Alors, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on a dû annuler leur rendez-vous par fermeture des services ambulatoires, ou soit simplement parce qu'ils sont restés coincés dans leur pays ou dans lequel ils sont retournés pour des vacances ou autres, et ils n'ont pas pu revenir en France au moment où tous les vols ont été arrêtés. Donc certains patients se sont retrouvés en rupture de traitement. Parfois, ils ont mis plus de 8-9 mois à revenir sur le territoire français, donc en rupture de traitement, et certains d'entre eux ont malheureusement développé des infections opportunistes et parfois des tuberculoses assez graves, etc. Donc quand on a repris une filière de soins un peu plus normale, on a eu beaucoup de cas de sida, des pathologies graves liées à l'immunodépression par rupture de traitement. Donc
Donc c'était un effet collatéral assez négatif de la pandémie Covid. Je dirais que maintenant, les choses sont plutôt rentrées dans l'ordre. On a rappelé tous les patients qu'on n'avait pas revus depuis un certain temps, puis on les a remis dans la filière de soins. En Afrique subsaharienne, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits pour rechercher les perdus de vue, réapprovisionner un traitement antirétroviral et reprendre le dépistage, parce qu'il y a eu vraiment un effondrement du dépistage du VIH et comme je vous ai dit, probablement des occasions manquées de dépistage. Et on sait que quand on dépiste très précocement, eh bien, on évite l'évolution rapide vers le stade sida et puis bien sûr le décès. Alors, quand on dépiste très précocement, quelles sont les mesures de protection à faire pour éviter évidemment de transmettre le virus, de transmettre à son enfant quand on est une femme et qu'on est enceinte? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Là aussi, la prévention du VIH, c'est une prévention qui est combinée. Donc c'est une prévention qui est collective et individuelle. On a beaucoup de piliers dans la prévention. Donc le premier, bien sûr, ce sont les moyens mécaniques, le préservatif. Mais ce que l'on a beaucoup développé ces dernières années, c'est la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, où on peut prendre des médicaments soit en comprimé, soit voire maintenant par voie injectable, là aussi avec des médicaments qui sont à longue durée d'action et qui pourraient nous permettre de nous protéger pendant plusieurs mois. Donc ces médicaments-là sont en cours de développement et puis dans certains pays sont déjà accessibles. Il y a aussi des anneaux vaginaux imprégnés de médicaments antiviraux qui va permettre de se prémunir de l'acquisition du VIH. Et puis, vous l'avez dit, un des piliers fondamentaux, c'est la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, on doit mettre un accent majeur sur le dépistage. Et puis, chez les mères qui sont positives, l'accès au traitement très tôt dans la grossesse qui va permettre de réduire à zéro la transmission de la maman à l'enfant. Là, on parle des femmes. Est-ce que dans vos patients, qu'ils habitent en France ou qu'ils habitent à l'étranger, enfin ceux que vous soignez, est-ce que vous avez beaucoup de femmes ou bien c'est autant d'hommes que de femmes? Quel est un peu le profil Je dirais qu'en France, on a un peu plus d'hommes que de femmes. On a en gros deux grands groupes de personnes à risque. Ce sont les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et puis les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Bien sûr, les usagers de drogue par voie intraveineuse représentent un autre groupe à risque, mais qui est un peu moins important actuellement que les deux autres groupes. C'est pour ça que l'effort de dépistage doit se porter principalement sur ces populations-là. Mais il faut savoir que le dépistage est recommandé chez toute personne, quel que soit son âge, quelle que soit son orientation sexuelle, à partir de 18 ans, au moins une fois dans sa vie. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un risque, évidemment. Et bien sûr, évidemment, encore a fortiori quand il y a une prise de risque. On parlait des objectifs parce que effectivement le VIH, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'il existe. Les médicaments se sont considérablement, les traitements améliorés par rapport au tout début. Donc on arrive à vivre avec. On n'arrive toujours pas à avoir de vaccin et à s'en prémunir totalement. Quelles sont les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, en matière de VIH? Donc en matière de traitement, eh bien, il faut se dépister le plus tôt possible. Donc, dès qu'on pense avoir une prise de risque dans les semaines qui suivent, il faut faire un dépistage de façon à ce qu'on puisse être traité très vite. Parce qu'on sait que quand on est traité très vite, et on a maintenant des antirétroviraux qui sont extrêmement faciles à prendre, un comprimé par jour, voire maintenant ces fameux traitements injectables toutes les 8 semaines. Et on sait que plus on est traité tôt, plus on va préserver son capital santé et qui fait même qu'on a une espérance de vie comme n'importe qui d'autre, indépendamment du VIH. Donc il est extrêmement important de se dépister très tôt pour être traité très tôt. Vous avez eu des patientes, ou des patients d'ailleurs qui n'ont pas eu de vie, des patients qui ont contracté le virus il y a peut-être 30 ans, voire plus. Est-ce que maintenant, je veux dire, quelqu'un qui apprend qu'il est séropositif, sa vie a complètement changé, je suppose, avec toutes ces améliorations de prise en charge? Oui, alors l'enjeu maintenant est complètement différent de celui auquel nos patients étaient confrontés il y a même ne serait-ce que 10 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'en parlons pas. On a maintenant des médicaments qui sont beaucoup, beaucoup moins toxiques, qui ont
très peu, voire pas d'effets secondaires, qui sont bien tolérés sur le long terme, qui sont beaucoup plus faciles à prendre. Je vous disais tout à l'heure un comprimé par jour, voire dans certaines stratégies qu'on a évaluées 4 jours par semaine et non pas tous les jours. Et puis, comme on l'a dit, des médicaments qu'on peut donner toutes les 8 semaines. Sachant qu'on est vraiment dans un mouvement d'utilisation de ces médicaments à longue durée d'action, avec probablement d'autres médicaments qui vont pouvoir se donner par implant sous la peau, peut-être tous les 6 mois. Donc, on a une vraie révolution thérapeutique qui permet, à partir du moment où on est dépisté et que l'on est observant de son traitement puis de son suivi médical, eh bien de vivre une vie absolument normale. De garder son travail, d'avoir des enfants. Absolument, d'avoir des enfants, ça c'est évident. La transmission de la maman à l'enfant quand on est sous traitement chez la maman, elle est égale à 0. Et puis surtout, un point extrêmement important, c'est que la transmission aux partenaires sexuels, quand on est soi-même traité et que l'on prend bien son traitement, est également réduite à néant. Donc c'est vraiment, on peut avoir une vie absolument normale. Est-ce que vous pensez que ce soit le cas également en Afrique ? Peut-être Absolument. Il n'y a aucune raison que ce soit différent en Afrique par rapport aux pays du Nord. Ce qui est très important pour l'Afrique et ce qui est encore un des problèmes majeurs, c'est le dépistage précoce, le dépistage très tôt dans l'évolution de la maladie. Donc ça reste encore un enjeu extrêmement important parce que c'est la seule façon de préserver le capital santé pour les années suivantes. S'agissant de la prévention, puisque c'est notre sujet actuel, aujourd'hui, est-ce qu'il y a les autres virus ou maladies infectieuses qu'on peut attraper, par exemple, je ne sais pas, ça peut être la dengue, le chikungunya, on voit qu'il y aura peut-être des vaccins bientôt. Quelles sont les autres mesures qu'on peut prendre pour se prémunir, pour éviter de les attraper, ces maladies ? Alors, beaucoup de ces maladies sont des maladies qui sont transmises par des animaux, ce qu'on appelle des zoonoses. Donc, par exemple, pour les maladies dont vous venez de parler, la dengue ou le chikungunya, on sait qu'il y a un impact extrêmement fort de l'environnement, de la mondialisation des échanges, parce que c'est par le réchauffement climatique et la mondialisation des échanges que l'on a une dissémination du vecteur de ces différentes maladies, dont par exemple le moustique, et ce qui fait qu'on a eu des cas de dengue autochtone dans le sud de la France à cause de l'implantation du moustique qui peut transmettre le virus de la dengue. Donc on voit que ce sont des maladies dont on doit craindre l'extension dans les années à venir. Le Covid est vraiment l'exemple type d'une maladie qui s'est disséminée de façon très rapide à cause de la mondialisation des échanges. Donc je dirais que les moyens de prévention, ils sont un peu à notre portée. C'est-à-dire que il faut que ce soit de la prévention collective. Lutte contre le réchauffement climatique, c'est une évidence. Lutte également contre l'implantation des moustiques qui sont vecteurs. Et puis ensuite, mise au point de vaccins pour les maladies que l'on peut prévenir par ce type de traitement-là. Malheureusement, on ne peut pas développer un vaccin pour tous les virus ou toutes les bactéries qui sont responsables de pandémies, principalement parce que on le voit avec le VIH, hein, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on essaie de développer un vaccin. Alors peut-être qu'un jour, avec l'apparition de nouvelles technologies vaccinales, on a beaucoup parlé de l'ARN messager, peut-être qu'un jour on va y arriver. Parce qu'il se cache, ce virus, il est difficile à débusquer. Oui, c'est vrai, c'est le problème de tous ces virus qui pénètrent à l'intérieur du noyau des cellules et qui donc utilisent notre propre ingénierie enzymatique pour se multiplier. Et donc ça rend beaucoup plus difficile la protection vaccinale contre ces agents pathogènes-là. Donc là, vous parliez tout à l'heure de toutes ces maladies qui étaient transmissibles, qui sont nombreuses, hein, de l'animal à l'homme. Est-ce que vous, infectiologue, vous travaillez de plus en plus avec les vétérinaires On parle de One Health, hein, une seule Absolument, santé. Bien sûr, oui. Parce je suppose, avec les climatologues, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de surveillance des épidémies grâce au climat, parce qu'on voit qu'elles se propagent selon le climat. Donc tout ça, maintenant, c'est votre quotidien, travailler avec ces autres experts d'autres domaines. Alors, je ne dirais pas, malheureusement, que c'est notre quotidien, déjà. C'est vrai que nous, les cliniciens
des maladies infectieuses. Jusqu'à présent, on n'a pas énormément travaillé avec les vétérinaires parce que là, c'est vraiment du fondamental chez l'animal. Et c'est vrai qu'on aurait besoin de mettre en place plus de recherche translationnelle, c'est-à-dire où on va du fondamental, le tube à essai, en passant par l'animal jusqu'à l'homme. Et je pense que ce continuum de recherche devrait vraiment être développé. Et dans le Covid, c'est ce qui s'est passé un peu devant l'importance et l'urgence de la pandémie. Il y a eu des liens qui ont été créés entre les vétérinaires, entre la science fondamentale, les vétérinaires, les médecins, les chercheurs, les cliniciens, sous la pression de l'urgence. Et ce type d'approche de la santé, évidemment, devrait être amplifié, tout à fait. La recherche translationnelle est vraiment fondamentale. Donc avec une nouvelle coopération à venir avec ces différentes disciplines pour améliorer la santé globale à la fois des animaux et donc la nôtre. Absolument. Voilà. Bon, je remercie beaucoup, professeur Karine Lacombe. Donc, je rappelle que vous êtes infectiologue et chef du service hospitalier des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à PHP à Paris. Je vous remercie beaucoup. Je remercie donc toute l'équipe et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Santé Plus.